Pour ce 27e épisode, nous allons parler des 3 phases de l'investissement valeur. Avec l'évolution des compagnies, des marchés et des mouvements de pensée, cette méthode d'investissement est maintenant bien différente de ce qu'elle était à l'époque de Benjamin Graham. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Le contenu de ce podcast reflète seulement mes opinions personnelles. Toutes les informations et commentaires que vous entendrez proviennent uniquement de mes propres recherches et réflexions. Notez que les émissions sont à titre informatif et ne constituent pas des conseils ou recommandations d'investissement. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de La Vraie Valeur. On est déjà rendu au dernier épisode pour l'année 2020. J'aimerais en profiter pour vous remercier de votre écoute. On a récemment dépassé les 3000 écoutes, donc je vous remercie énormément. Donc aujourd'hui, on va voir comment le value investing a évolué dans le temps. Il n'y a pas de notion concrète là-dessus, mais on pourrait séparer le value investing en 3 périodes. L'investissement en valeur 1.0, 2.0 et 3.0. On va commencer par l'investissement valeur 1.0 qui a été introduit par Benjamin Graham. Benjamin Graham, il est surnommé le père du value investing. Dans le fond, il a gradué de l'Université de Columbia en 1914 et est allé travailler à Wall Street. 15 ans plus tard, il a amassé une bonne somme d'argent, mais il a perdu la plupart de cet argent-là lors du crash de 1929 et de la Grande Dépression. Donc, comme beaucoup d'investisseurs, il a perdu de l'argent, mais lui, il s'est posé des questions et il a établi qu'il pouvait réduire les risques s'il achetait des titres à rabais. Donc, il va utiliser la psychologie des marchés à son avantage, comme si les gens ont peur et qu'ils se mettent à vendre, il va prendre cet avantage-là pour acheter des compagnies moins chères et ainsi avoir une marge de sécurité. La marge de sécurité, elle a été introduite pour la première fois dans le livre Security Analysis en 1934. C'est un livre que Benjamin Graham a écrit pour expliquer sa méthode pour analyser des titres. Donc, c'est dans ces livres-là qu'il va, entre autres, distinguer l'investissement et la spéculation. Il va aussi parler de la marge de sécurité, comme j'ai dit. Dans le fond, il va préférer acheter un titre aux 2 tiers de sa vraie valeur. D'ailleurs, le podcast s'appelle ainsi parce qu'en bourse, on essaye de trouver la valeur intrinsèque d'une entreprise, donc la vraie valeur d'une entreprise, et pour ensuite déterminer si le prix en bourse est supérieur ou inférieur à cette valeur-là. Donc, dans le livre Security Analysis, il va aussi parler de diversification, comment on pourrait réduire les risques comme en possédant plus de titres. Lui, il indiquait qu'avec 40 titres, on pourrait être bien diversifié et diminuer nos risques. Benjamin Graham a aussi écrit un autre livre qui s'appelle The Intelligent Investor, qui a été écrit en 1949 et c'est un livre qui a été très populaire. Dedans, il va parler de plusieurs choses qu'un investisseur valeur devrait faire, la manière qu'il devrait penser, comment il devrait se comporter. Il va introduire Monsieur Marché. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller écouter le premier épisode de La Vraie Valeur. Mais en gros, Monsieur Marché, c'est un personnage qui représente les marchés, qui offre des opportunités d'achat et de vente quotidiennement aux investisseurs. Et c'est à l'investisseur de choisir s'il s'agit d'un bon prix pour l'acheter ou vendre une telle compagnie. Dans ce même livre, il indique aussi qu'est-ce qu'il regarde avant d'acheter une compagnie. En premier, il va regarder la taille de l'entreprise pour voir si elle est adéquate. Donc, il ne faut pas que ce soit une entreprise trop petite qui signifie plus de risques. L'entreprise doit aussi avoir des bons états financiers. Il va surtout comparer les actifs avec la dette, c'est-à-dire qu'il va regarder la valeur liquidative. Donc, si l'entreprise fait faillite, il pourra quand même recevoir au moins ce qu'il a investi et peut-être même un peu plus. M. Graham va aussi regarder la stabilité des revenus sur les 10 dernières années. Il va aussi regarder si les dividendes ont été interrompus ou s'il y a eu quelque chose de pas très bon au niveau des dividendes. Il va regarder s'il y a une belle croissance des revenus. Et il va aussi regarder si le ratio court-bénéfice n'est pas plus grand qu'un 15 fois les revenus sur une moyenne de 3 ans. Donc aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui s'applique sur toutes les compagnies, mais pour les compagnies qui regardaient à l'époque, ça pouvait s'appliquer comme étant une règle plutôt générale.
Qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que Benjamin Graham regardait peu la marque de l'entreprise, puisqu'il s'agissait surtout des usines et, par exemple, de chemins de fer qui investissaient. Donc, peu importe la marque, tant que l'entreprise fait le travail, à ce moment-là, il va surtout se concentrer sur les états financiers et voir si l'entreprise est solide là-dessus. Donc, c'est pas mal comme ça qu'on peut résumer la première période du value investing. On regardait pas beaucoup la marque, on regardait pas beaucoup les éléments fondamentaux de l'entreprise. On regardait beaucoup plus les états financiers et on faisait une évaluation à partir de ça. Passons maintenant à la deuxième ère du value investing, donc l'investissement valeur 2.0. Ça a été amené par Warren Buffett, qui a aujourd'hui une valeur nette de 86 milliards de dollars US. Je vous invite à aller écouter l'épisode numéro 1 pour avoir un résumé de la vie de Warren Buffett. Juste rapidement, il a acheté ses premières actions à l'âge de 11 ans. Après ça, il a vu le potentiel que ça pouvait avoir au niveau de ses revenus. Donc, il a été très frugal tout au long de sa vie, même encore aujourd'hui. En fait, il habite dans la même maison depuis 1958. Seulement à l'âge de 16 ans, il avait déjà 55 000 dollars en monnaie d'aujourd'hui. Et un fait étonnant que j'ai trouvé, c'est que 94% de sa richesse d'aujourd'hui a été générée après ses 60 ans. Donc à 52 ans, il avait 376 millions, mais à cause de l'intérêt composé et de ses bons rendements, il est aujourd'hui à 86 milliards. Ce qui est intéressant avec Warren Buffett, c'est qu'il a combiné la technique de Benjamin Graham et celle de Philip Fisher. Buffett précise qu'il a investi à 85% comme Graham et 15% comme Fisher. Philip Fisher il a écrit le livre Actions ordinaires et profits extraordinaires. J'ai écrit un article d'ailleurs là-dessus. Le lien va être dans la description. Je vous invite à aller le lire. Dans le fond, dans cet article-là, j'ai fait un résumé des 15 points à regarder pour acheter un titre. Quoi et quand acheter, quand vendre et ne pas vendre, et aussi 10 choses à ne pas faire en bourse. Et tout ça provient du livre Actions ordinaires, profits extraordinaires. Et Philip Fisher, lui, il pense qu'il faut garder les entreprises le plus longtemps possible. Il va choisir des entreprises exceptionnelles. Donc lui, l'une de ses techniques pour choisir une entreprise, c'est qu'il allait se promener dans des magasins. Quand il entrait, il regardait les produits qui l'entouraient. Aussi, il pouvait faire la même chose dans sa famille ou avec ses amis. Et il regardait les produits que les autres utilisaient ou achetaient. Et c'est comme ça qu'il découvrait des entreprises qui pourraient avoir un bon potentiel. Alors Buffett, qui a déjà été l'élève de Benjamin Graham à l'Université de Columbia, qui d'ailleurs a obtenu un A+, dans la classe de Graham en 1951, a beaucoup utilisé sa technique pour évaluer des actions. Et les pensées de Fisher vont lui permettre de choisir les compagnies qui sont excellentes au niveau fondamental, non seulement au niveau des produits qu'elle distribue au public, mais aussi au niveau du management, au niveau de la compétition, de la concurrence. Donc, c'est plusieurs points que Warren Buffett va observer avant de faire l'évaluation du titre. Et Warren Buffett, lui, va attribuer beaucoup de pouvoir à la marque. Donc ça, on l'a bien vu, bien sûr, avec Coca-Cola, qui est une très grande compagnie américaine de boissons gazeuses, et que grâce à la force que Coca-Cola a au niveau de sa marque, il y a une très haute barrière à l'entrée et il est très difficile de compétitionner avec cette compagnie-là. Donc Warren Buffett va chercher des compagnies comme ça, puis ça va lui permettre d'avoir, entre autres, une plus grande marge de sécurité, vu que la marque protège la compagnie. Donc, qu'est-ce qui est particulier avec Warren Buffett, c'est qu'au niveau de son évaluation, il va considérer la marque comme un actif qui va ajouter de la valeur à l'entreprise. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est au niveau comptable, mais lui, il va le considérer dans ses calculs pour évaluer l'entreprise. Alors, c'est pas mal ça qui qualifierait la deuxième période de l'investissement en valeur. Ce serait une idéologie plus basée sur le fondamental de l'entreprise, tout en ayant une marge de sécurité quand on achète un titre. Mais avec l'arrivée de l'Internet et de l'évolution rapide des technologies, il y a une nouvelle phase qui s'est créée, soit la phase 3.0. En effet, à cause de la technologie, il y a beaucoup de changements dans les marchés des entreprises et ces changements-là arrivent très rapidement. Donc, à cause de cette rapidité des changements, souvent les entreprises pourraient avoir des plus petits cycles de vie car ils pourraient être remplacés plus rapidement. Lancer une compagnie aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque.
Donc, il suffit juste d'avoir une bonne idée ou d'avoir une meilleure idée que la concurrence et on pourrait ainsi faire grossir rapidement notre entreprise. On a aussi une très grande rapidité de l'information. Alors aujourd'hui, les prix changent rapidement à la nouvelle d'une entreprise. Par contre, à l'époque, ça prenait beaucoup plus de temps. Donc quand on voulait trouver une entreprise à rabais, on commandait des rapports, des états financiers, des rapports annuels, on évaluait l'entreprise. Et si on voyait que le titre était sous-évalué en bourse, bon, on avait quand même pas mal de temps pour en acheter avant que le prix monte. Par contre, aujourd'hui, ce phénomène-là est beaucoup plus rare et il faut profiter vraiment des mouvements baissiers du marché pour se procurer des titres à rabais. Pour l'ère 3.0, il y a deux points très importants à considérer. Le premier, c'est qu'on accorde beaucoup moins d'importance aux marques de nos jours. Par exemple, la marque Kraft Heinz, qui fait par exemple des bouteilles de ketchup, ils ont beaucoup moins de pouvoir aujourd'hui. Avant, un petit détaillant qui n'avait pas la bouteille de ketchup Heinz pourrait voir une perte au niveau des profits. Il pourrait aussi voir une diminution du nombre de clients parce que les clients recherchaient cette marque-là. Mais aujourd'hui, puisqu'il est très facile, comme j'ai dit, de lancer une nouvelle entreprise, de faire compétition aux gros joueurs, mais on retrouve beaucoup de produits moins chers sur les marchés que celles des grands noms. Donc, pour une bouteille de ketchup, on pourrait payer beaucoup moins cher si on achetait un produit générique. Donc, comme j'ai dit, à cause que la technologie évolue rapidement, c'est beaucoup plus facile de produire un ketchup qui ressemble à celui du Heinz et on pourrait le vendre moins cher pour en vendre plus que la concurrence. Alors aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. C'est vraiment le détaillant qui détient le pouvoir plus que la marque parce que c'est lui qui va sélectionner les produits sur ses tablettes d'épicerie et c'est le client ensuite qui va choisir peut-être le moins cher ou il va aller encore avec le Kraft Heinz si vraiment il y a un attachement avec cette marque-là. Mais la plupart des jeunes aujourd'hui, ils vont peut-être aller magasiner sur Amazon ou ils vont commander en ligne et ils vont souvent prendre des produits moins chers dont le goût est pratiquement similaire à la marque originale. D'ailleurs, Buffett a fait un commentaire suite à la chute de Kraft Heinz. Il a dit que les marques maison et les marques privées deviennent de plus en plus fortes et de plus en plus populaires chez les consommateurs. Donc, par marque maison, il veut dire par exemple les produits sans nom ou choix du président si vous êtes au Québec. On pense aussi aux produits Amazon Basic de Amazon. Donc, c'est tous des produits qui cherchent à concurrencer les gros joueurs en offrant des produits moins chers. Le deuxième point très important de notre période d'aujourd'hui, c'est qu'on va surtout évaluer selon la croissance future d'une entreprise. Souvent, les entreprises, surtout celles qui utilisent l'Internet pour faire leur business, sont pas encore profitables. Donc, ils vont préférer réinvestir leurs profits pour grossir plus rapidement. Donc, on va surtout regarder le ratio cours-vente pour ces entreprises-là. De plus, la valeur au livre pour beaucoup de compagnies ne veut rien dire aujourd'hui. Par exemple, on peut prendre une entreprise comme Facebook qui utilise Internet pour faire ses activités. L'entreprise n'a pas énormément d'actifs à maintenir et elle n'a pas de dette. Donc, la plupart de sa valeur réside sur Internet et c'est pour ça qu'on va être prêt à payer plus cher pour une compagnie comme ça. Donc, comme j'ai dit plus tôt dans le podcast, Benjamin Graham recherchait des entreprises avec un ratio court-bénéfice d'un maximum de 15 environ, mais aujourd'hui, on pourrait être prêt à payer 30 voire 35 fois les bénéfices pour une entreprise parce qu'elle a peu de dettes, elle n'a pas beaucoup d'actifs à maintenir et elle a un très grand nombre d'utilisateurs au niveau international. Donc, ça peut être difficile à comprendre une période comme qu'on est aujourd'hui. Même Warren Buffett a de la misère parce qu'il dit qu'il reconnaît que Google et Amazon, c'est des bonnes compagnies, mais il n'arrive pas à bien les évaluer. Et quand on est habitué à investir comme la période 2.0, ben, il est très difficile de faire le switch pour aller vers la période 3.0 parce que là, on va accorder un plus grand ratio court-bénéfice pour l'entreprise. Et pour faire ça, il faut bien comprendre les modèles d'entreprise qu'on a aujourd'hui.
Si vous voulez en savoir plus sur la reconnaissance que Warren Buffett a fait envers Amazon et Google, le lien va être dans la description. Si vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui, je vous invite à le partager avec vos amis. Pour toute question ou commentaire, vous pouvez écrire à info@investissementsvaleur.com. Sinon, je vous invite à joindre la communauté du podcast La Vraie Valeur et de partager vos idées, vos questions, vos commentaires. Comme ça, on va créer une belle communauté d'investisseurs valeurs. Je vais vous souhaiter une belle année 2021 avec de la santé et j'espère que ce sera une année meilleure que celle de 2020. Et pour l'année de 2021, le podcast accueillera de nouveaux invités et je vous invite à vous abonner à l'émission pour vous assurer de rien manquer. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.